Bon, dans la vie, il y a toujours des personnes qui vont venir te saouler, qui viendront te voler tes ressources, ton énergie, et se l'accaparer. Si t'es un bisounours, faut quitter cette vidéo. Si tu veux évoluer, il faut l'écouter. Toi aussi, il faut que tu écoutes, parce que c'est pas bien. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs exemples de personnalités. On va étudier plusieurs cas, et on va bien s'amuser. Surtout, il faut s'amuser, c'est comme ça. Le mec, c'est un psychopathe. Donc ouais, je disais, donc je vais vous donner plusieurs exemples, ça vous permettra de visualiser, de trouver des astuces justement pour vous débarrasser de vos adversaires. Et donc je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai raison et toi t'as tort. Je trouve toujours des commentaires pour me dire oui, non, mais Dieu, on est dans un monde de bisounours, faut le rester. Bah non, c'est pas comme ça, voilà, t'es d'accord? Tu vois, lui il est d'accord. Bon mec, comme illustration, on va prendre le premier samouraï, mais t'es malade. Le dernier samouraï. En fait, ce sera une très bonne illustration parce que le dernier samouraï, c'est un ensemble de plusieurs événements qui sont déroulés au Japon. Donc, avant d'analyser la vidéo, on plante le décor et je rectifie une petite chose dans ce film. Pas un Américain, normalement, qui est le héros, qui devrait être le héros de ce film, mais c'est un Français. C'est Jules Brunet. Il faut savoir que les Britanniques, pendant cette période-là, soutenaient l'empereur Neji qui modernisait son pays et qui modernisait son armée. Et le shogun qui était en conflit avec l'empereur à ce moment-là demande aux Français de l'aider. Et Napoléon III envoie un contingent pour aider le shogun. Et normalement, le héros de cette histoire, c'est Jules Brunet, c'est un Français. Mais bon, comme le soft power français était pas au maximum, donc c'est Tom Cruise. Bon, toi-même tu sais qu'il fait chaud, Allez, hop, on y va. Parce que sinon, je vais pas tenir, j'ai l'impression d'être en sueur, là. Donc, mon pote, on va analyser d'abord la bataille de Shiroyama. N'oubliez pas, on est les meilleurs pour conquérir le monde, et de loin. On va commencer par la bataille de Shiroyama. C'est la dernière bataille de la rébellion de Satsuma. La bataille s'est déroulée le 24 septembre 1877 à Kagoshima, au Japon. Alors je t'avertis tout de suite, c'est pas l'esprit Coubertin pendant cette bataille. Donc c'est pas une chaîne histoire, pas une chaîne histoire militaire ou une chaîne histoire du tout. Je me sers des valeurs que ces histoires apportent pour qu'on puisse s'en servir. Je me sers de l'art de la guerre pour qu'on puisse se sortir de certaines situations. Parce que si on veut conquérir le monde, il faut être stratège. C'est comme ça, c'est tout. T'es pas content? Donc revenons à la bataille. Donc les samouraïs loyaux à Saigo Takamori se prennent défaite sur défaite. Ah ouais, non mais au niveau de l'amour-propre, on repassera. Donc ils arrêtent pas de se prendre des tollés jusqu'à se replier sur l'île de Kyushu. Donc là, ils subissent encore des défaites. Donc à un moment, ils sont encerclés. Saigo est encerclé, mais il parvient à s'enfuir. Donc il espère faire un peu de guérilla. Enfin, un peu. Je sais pas si on peut faire un peu de guérilla. Mais ça n'a pas l'air de trop marcher. Donc on y vient. Fallait bien y venir. Il décide, restez là, toi. Il décide de rejoindre sa ville natale et de livrer une dernière bataille. Donc là, tu fais le lien avec le dernier samouraï, tu vois. Donc ils pillent les entrepôts de la ville de Kagoshima, parce qu'il y avait une petite garnison, ils réussissent à les tromper, ils récupèrent les ressources qui sont là-bas, et ils vont sur la colline de Shiroyama qui surplombe Kagoshima. Donc les 500 samouraïs vont affronter une force de 30 000 individus, et pour pas se louper, le général de l'armée impériale, Yamagata Haritomo, il fait construire des obstacles, des murs, des fossés pour pas qu'il y ait de nouvelles évasions et qu'il puisse en finir. De plus, il dispose de 5 navires de guerre qui pilonnent depuis le port de Kagoshima les positions des rebelles. Les samouraïs font fondre des statuettes métalliques pour en faire des balles. Alors vous imaginez à quel point ils sont dans la mouise pour en arriver là. Donc ils disposent quand même de la médecine traditionnelle militaire, c'est-à-dire une scie de charpentier et quelques chiffons. La scie servant aux amputations. Yamagata envoie une lettre à Saigo pour lui demander de se rendre, mais le code du Bushido lui interdit.
Donc à 6h du matin, sur les 500 samouraïs, il en reste 40. Autant dire que dans d'autres circonstances, il y a des armées qui se seraient rendues il y a longtemps. Ils n'auraient même pas combattu, mais vous imaginez le mental qu'il faut. Donc Saigo, le général des samouraïs, il y a deux versions de sa mort. Il y en a une où il se fait seppuku, et il y en a une autre où c'est son adjoint qui lui est coupé la tête pour sauver son honneur, parce qu'il était mort d'une balle en fait. Là, c'était à la bataille de Shiroyama. Donc là, on va voir la bataille de Hakodate. En fait, je voulais voir ces deux batailles, je te l'ai déjà dit précédemment. C'est simplement pour que tu aies bien, que tu visualises le contexte. Voilà. Et puis pour ta culture générale, ça peut toujours servir. J'aurais pu juste te donner l'analyse de la bataille pour transposer à ta vie réelle, mais c'est bien de se cultiver aussi. Donc la bataille d'Hakodate, elle se déroule pendant la guerre de Boshin. La guerre de Boshin, en fait, c'est une guerre civile japonaise qui se déroule en janvier 1868, sous le règne de l'empereur Neji. Bon, pour te résumer, c'est une guerre entre des clans de samouraïs et l'empereur, parce que l'empereur est en train de moderniser le pays, et il veut moderniser son pays. Donc, la bataille d'Hakodate est la bataille finale de la guerre des Boshin, un peu comme dans le premier, j'insiste en plus, le dernier samouraï. Comme je te l'ai dit, c'est une fusion de ces deux batailles-là, et je vais te raconter la bataille d'Hakodate. On se cultive ici, Ouais, on n'est pas n'importe qui, nous. Donc, comme je te l'ai dit, la guerre de Boshin est une guerre entre l'empereur et le shogun. Le shogun s'est pris une tollée à la bataille de Toba Fushimi. Donc, le vice-commandant de la marine du shogunat, Takeaki Enomoto, refuse de remettre la marine du shogun. Bon, la marine, elle est composée de 4 navires de guerre, de 4 navires de transport et de 2000 marins. Et également des membres de la première mission militaire française au Japon, dirigée par Jules Brunet. Si je te parle de la marine du shogun, c'était juste pour te montrer que, en plus d'avoir une armée de samouraïs, il avait aussi une flotte. Donc les rebelles ont atteint Hokkaido, donc ils éliminent la résistance locale, je te passe les péripéties, et ils établissent un réseau de défense, parce que bon, l'armée impériale arrivera tôt ou tard. Le commandant est Keisuke Otori, et son second est Jules Brunet. Et chacune des 4 brigades est commandée par un Français, et secondé par 8 officiers japonais. Il y a 2 autres ex-officiers de la marine française qui ont rejoint les rebelles, Eugène Collache et Henri Nicole. Collache devait construire les défenses fortifiées et Nicole devait réorganiser la marine. Donc ça commence par la bataille de la baie de Miyako, et comme les rebelles se doutaient que la marine impériale allait arriver, ils ont prévu un plan audacieux. Donc 3 navires ont été dépêchés pour une attaque surprise. Donc pour leur attaque surprise, il y a des Japonais, mais il y a aussi des Français, des ex-officiers français. Pour les surprendre, le Keiten est entré dans le port de Miyako avec un drapeau américain. Il a élevé le drapeau de la République des Eaux quelques secondes avant d'aborder le Kaotsu. Donc la bataille de la baie de Miyako, en fait, bon, il y a des ex-officiers français qui sont sur les navires des rebelles. Et en fait, leur plan, c'était d'arriver assez près avec un drapeau américain sur un des navires. Et une fois qu'ils étaient assez proches, ils ont hissé le drapeau de la République des Eaux et ils ont attaqué. Mais malheureusement, ils ont été repoussés. Donc les impériaux débarquent sur l'île d'Hokkaido. Force impériale composée de 7000 hommes font reculer les positions défensives des rebelles. Et ils progressent jusqu'à prendre les forteresses près de la ville d'Hakodate. La bataille de la baie d'Hakodate est la première bataille de navires japonais modernes. Après la reddition, les conseillers français se sauvent dans un navire français et ils vont rallier Yokohama avant de partir vers la France. Cette bataille marque la fin du Japon féodal. L'époque des shoguns et des samouraïs est terminée. Donc là, on va partir sur la partie, oh punaise, 2 fois partie, sur le moment qui nous intéresse, j'ai trouvé un nouveau mot. Donc, on arrive à notre analyse de la bataille. Alors, en fait, je voulais que ce soit visuel, simplement pour que ce soit gardé en mémoire, que vous puissiez vous en sortir ou vous en servir quand vous en aurez besoin. Parce que la conquête du monde va pas se faire tout seul. Si tu te souviens pas des stratégies, des tactiques que je te donne, quelque part, ça sert à rien ce que je fais. Donc lorsque vous forcez la main à quelqu'un pour le manipuler, pour qu'il vienne sur votre terrain, il faut pas que ça se voie. Sauf certains cas particuliers, mais il faut pas que ça se voie. Donc à ce moment-là, les samouraïs sont derrière des barricades et se laissent tirer dessus par les forces impériales. Donc les forces impériales, le général des forces impériales, sûr de sa supériorité, laisse ses troupes avancer. Faut voir aussi que dans la tuerie, il y a une grosse part de psychologie, et la psychologie du général de l'armée impériale joue beaucoup. Donc les samouraïs
font venir à eux les troupes impériales. Comme ça, en fait, ils sont loin de l'artillerie impériale. Et en plus de ça, en les faisant venir sur leur terrain, ils scindent l'armée en deux pour pouvoir combattre une grosse partie au corps à corps. Leur avantage. Donc en plus, ils ont l'avantage du terrain, un terrain qu'ils connaissent, et de plus, ils sont au corps à corps. Parce que vous remarquerez bien que dans le film, ils sont en infériorité au niveau de la puissance de feu. Ça ne changera pas l'issue de la bataille, mais le but, c'était de vous montrer, en faisant venir l'adversaire dans votre camp, vous maximisez vos chances d'atteindre vos objectifs, grâce à vos compétences et grâce aussi au terrain ou l'environnement, comme vous voulez. Donc, à titre personnel, quand vous avez des adversaires au niveau business ou au niveau personnel, il vaut mieux les faire venir sur un terrain que vous connaissez. C'est comme pour les conversations. Il vaut mieux aller dans des conversations qui vous avantagent, où vous pouvez maîtriser. Vous savez, on est plus fort à parler d'un sujet qu'on maîtrise que un sujet qu'on ne maîtrise pas. Ça paraît bête, mais c'est la même chose. Un autre exemple avec le général Thémistocle, qui savait que pour donner un avantage majeur aux Grecs face à la multitude de vaisseaux des Perses, il fallait absolument que la bataille se déroule dans le détroit de Salamine. Oui, mais c'est quoi Salamine, mon précieux ? Je pète un plomb, il fait trop chaud. La bataille de Salamine, en fait, c'est une alliance des cités-États grecques dirigée par Thémistocle contre les Perses dirigés par Xerxès Ier. C'est une bataille qui se déroule en 480 avant Jésus-Christ, dans le détroit entre le continent et l'île de Salamine. Il y a 322 navires grecs contre 1000 navires perses. Donc Thémistocle, en fait, il n'arrivait pas à convaincre ses compatriotes. Et donc il s'est arrangé pour que ce soit les Perses qui contraignent les Grecs à agir dans le sens des intérêts grecs. Alors attention, il y a plusieurs versions. Donc moi je donne la mienne. Thémistocle a envoyé un messager à Xerxès pour l'avertir que certains alliés des Athéniens prévoyaient de partir, s'enfuir. Hein. Et du coup ce serait beaucoup plus long pour Xerxès de conquérir la Grèce. Simplement parce que les alliés repartant chez eux, il y aurait toutes les cités-États à combattre, alors qu'il voulait une victoire décisive. Et c'est ce qui aurait poussé Xerxès à entrer dans le détroit pour combattre les Grecs. Étant donné que les Perses sont arrivés dans le détroit, ils avaient perdu l'avantage du nombre. Et donc le terrain était beaucoup plus favorable pour les Grecs. Donc si tu vois dans ton business ou dans ta vie personnelle que des gens ont de nombreux avantages, par exemple, ils sont super doués à plusieurs sports, et toi tu es doué à un sport plus qu'eux, eh ben essaye de les entraîner sur le sport où tu les domines. Je vais vous donner un autre exemple frappant, celui de Napoléon. Bon, après sa défaite, Napoléon a été envoyé sur l'île d'Elbe avec une cour bidon, mais vraiment bidon. Il y avait un cuisinier, une costumière ou un costumier, je sais plus, et puis un pianiste. Par rapport à la splendeur, à la grandeur qu'il avait, bon, c'était un peu bidon. Faut savoir qu'il y avait des canons qui ceinturaient l'île. Donc voilà quoi, pour s'évader, en plus, bon, il y avait des soldats, donc pour s'évader, c'était pas possible. Mais comme par hasard, le 26 février 1815, il y a un navire qui arrive comme ça, avec 900 hommes à bord. Et du coup, ils prennent Napoléon et ils prennent le large. Donc les Britanniques essayent de les rattraper. Ils y arrivent pas, dis donc. Et là, tous les chefs d'État sont stupéfaits. Ah ouais, ils s'attendaient pas à ça. Hein. Franchement, ils ont été bouche bée. Bon, on pouvait s'imaginer que Napoléon allait se barrer très loin, et finalement non, il revient en France. Donc là, il est acclamé, la foule se jette à ses pieds, etc. C'est Napoléon. Il y a une troupe commandée par le maréchal Ney qui va dans sa direction pour l'arrêter. Mais lorsque les soldats voient leur empereur arriver, du coup ils changent de camp. Et il y a des milliers de soldats qui se rallient à sa cause. Et le roi Louis XVIII s'enfuit. Donc Napoléon revient au pouvoir, il redevient empereur, mais il faut savoir que la France est en faillite. Donc il n'y a pas de pépette, il n'y a pas de thune. Ah, c'est un problème, parce que du coup, il peut rien faire. Donc, défaite de Waterloo, cette fois, les chefs d'État, ils prennent la décision de l'envoyer à Sainte-Hélène, en Afrique, direct. Donc là, comme ça, ils sont sûrs qu'il ne s'enfuira jamais. Ouais, mais la grande question dans tout ça, c'est comment il a fait pour s'évader. Donc, avant de s'évader, il a eu des visites de dignitaires, des hauts dignitaires, dont le général autrichien Kohler. Parce qu'ils lui disaient tous qu'il était encore vraiment populaire, qu'il avait vraiment laissé des traces dans l'histoire et que le peuple l'attendait. Donc le général autrichien Kohler, qui lui dit c'est s'il s'enfuit, les puissances, y compris l'Angleterre, le reconnaîtront comme chef d'État. Donc ce que Napoléon ne savait pas, c'est qu'en sous-main, derrière tout ça, il y avait Talleyrand. Talleyrand, c'est un ancien ministre de Napoléon. Il n'a pas manigancé tout ça
pour faire revenir Napoléon au pouvoir, mais il a fait ça pour se débarrasser définitivement de Napoléon. En fait, il considérait que l'ambition de Napoléon était dangereuse pour la stabilité de l'Europe. Et quand Napoléon s'est retrouvé sur l'île d'Elbe, en fait, Talleyrand, il était pas content. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait vraiment l'éloigner au maximum, très très loin. Parce que sinon, l'Europe n'aurait jamais la paix. Donc, au lieu d'insister auprès de tous les chefs européens, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son temps pour élaborer son plan. Donc, il a réussi à convaincre le ministre autrichien des Affaires étrangères et le ministre anglais des Affaires étrangères. Donc, le général autrichien Kohler est allé chuchoter quelques mots doux à Napoléon, bien sûr qu'il les a gobés. Talleyrand savait que Napoléon se jetterait directement dans le piège et mettrait à feu et à sang l'Europe. Donc là, je reprends la phrase d'un diplomate à Vienne qui avait bien calculé Talleyrand, il avait bien compris son petit manège. Et ce qu'il a dit, il a mis le feu à la maison pour le sauver de la peste. La faiblesse de Napoléon, c'était son impétuosité, son envie de gloire et son amour des bains de foule. Et comme Talleyrand connaissait bien sa personnalité, il l'a obligé à réagir plutôt qu'à agir. En fait, Talleyrand a joué avec les émotions de Napoléon. Quand vous cernez très bien quelqu'un, vous pouvez l'amener à réagir, à faire ce que vous voulez, à l'orienter vers une direction que vous avez choisie. Retour au Japon. Cette fois, on va obliger quelqu'un à nous rejoindre et à épuiser son énergie. Donc là, je vais parler de la guerre russo-japonaise. En fait, il s'agit d'une confrontation entre les Russes, l'Empire russe et l'Empire japonais pour le contrôle de la Mandchourie et de la Corée. Les Japonais ne veulent pas que la Corée tombe entre les mains chinoises ou européennes. Donc les Japonais signent le traité de Taijin le 18 avril 1885 avec les Chinois pour garantir l'indépendance de la Corée. Donc en 1894, les Japonais profitent de troubles en Corée pour envahir la Corée. Ouais, un traité, c'est une feuille et un crayon. Les Japonais et les Chinois, la Chine déclare la guerre le 1er août 1894 au Japon. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des Chinois. Donc en 1895, ils re-signent un traité pour arrêter le conflit. Mais c'est une victoire japonaise. Donc les Coréens retrouvent à nouveau leur indépendance, mais la presqu'île de Liandong et le territoire au sud de la Mandchourie sont maintenant au Japon. Donc en fait ça énerve les Russes parce qu'ils s'aperçoivent que les Japonais augmentent leur zone d'influence. Donc en fait l'Angleterre et les États-Unis qui étaient alliés au Japon leur dit vaut mieux se calmer parce que là ça risque d'aller loin. Donc le Japon cède. Mais ils s'aperçoivent que les Russes augmentent leur présence militaire en Corée et en Mandchourie. Et là en fait ils s'aperçoivent que c'est une menace importante pour l'Empire japonais. Donc ils augmentent leur budget militaire de 4 à 5 fois. Donc en 1903, les Russes annoncent que non, finalement ils vont pas partir de Mandchourie, donc ils vont pas respecter l'accord. L'accord qu'ils avaient avec les Chinois. Ouais, mais t'es bien gentil, Nico, mais en quoi ça me concerne tout ça, Et quelque part, t'as raison. Donc je vais t'expliquer. Donc en 1905, les Russes et les Japonais sont en guerre. Donc l'amiral Togo Hirashiro incite les Russes à engager leur flotte cantonnée en mer Baltique. Il leur fait comprendre que les Russes vont balayer les Japonais en un instant. Donc les Russes pouvaient pas passer par Gibraltar, le canal de Suez et ensuite l'océan Indien, parce que c'était gardé par les Anglais. Les Anglais étant alliés avec les Japonais. Donc les Russes ont dû passer par le cap de Bonne-Espérance. C'est la pointe sud de l'Afrique. Du coup, ils se tapent un trajet de 10 000 km. Donc les Russes arrivent dans l'océan Indien, et là, les Japonais leur font croire qu'ils vont à leur rencontre. Mais c'était faux. Donc les Russes arrivent au combat épuisés et stressés. Parce qu'ils sont restés vigilants tout le long de leur voyage. De l'océan Indien jusqu'à la rencontre avec les Japonais. Donc, malgré le peu d'expérience en combat naval moderne des Japonais, ils écrasent les Russes. C'est la première fois qu'une puissance asiatique écrase une puissance européenne dans les temps modernes. Donc c'est tout l'avantage de faire venir votre adversaire à vous, parce qu'il s'épuise, il stresse et il vient sur votre terrain. Ce qui vous donne un avantage majeur. En plus, si votre adversaire arrive dans un milieu, dans un environnement qui ne lui est pas favorable, il a des chances de stresser encore plus. Donc il est préférable de faire venir votre adversaire à vous plutôt qu'aller à sa rencontre. Bon, ce que je dis n'est pas une vérité absolue parce que des fois, par exemple comme le Blitzkrieg, parfois il vaut mieux aller à l'adversaire terrasser d'un seul coup. C'est à vous de vous adapter à la situation. C'est à vous de trouver la meilleure tactique, la meilleure stratégie. Et des fois, si on prend pas le temps de réfléchir, de mûrir ton plan, ça peut se retourner contre soi. Donc, dans cette vidéo, tu as compris quoi? Par l'exemple du dernier samouraï, tu dois comprendre que c'est plus avantageux de faire venir ton ennemi vers toi. Par ces exemples historiques, véridiques,
tu comprends que sur ton terrain, tu as plus d'avantages. Si tu joues avec ces émotions un peu comme Talleyrand l'a fait contre Napoléon, tu as un avantage. Si tu le fais arriver stressé, fatigué, où il a perdu beaucoup d'énergie, tu as plus de chances de l'emporter, comme dans l'exemple de la guerre russo-japonaise. Si tu veux l'emporter, mais que tu dois composer avec tes amis, tu as l'exemple de Thémistocle, durant la bataille de Salamine, où il oblige ses compagnons grecs à combattre là où il a décidé. Donc toutes mes vidéos sont là pour faire changer d'état d'esprit. Je le fais pas de la même façon que les autres. Moi, ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'être une victime. Donc n'oublie pas de t'abonner, partage cette vidéo, et surtout, serrez les rangs et restez unis.